Bakugan, Yu-Gi-Oh, Redakai, des dessins animés de notre enfance qui en ont marqué plus d'un. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la fin? Des fins déchirantes, tristes ou heureuses? Vous verrez, vous serez assez surpris. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est quand même des œuvres qui sont terminées depuis 10-20 ans et certains ne connaissent même pas la fin. Mais vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour ça, donc justement je vais essayer de vous résumer le plus simplement possible leur fin, et tout ça en vous donnant votre petite dose de nostalgie. Alors on va commencer avec Yu-Gi-Oh, du moins la série originale que tout le monde connaît, avec ce générique emblématique. Parce que oui, faut savoir qu'il y a eu plusieurs séries, on a eu Yu-Gi-Oh! R, GX, 5D, Zexal, Go Rush, mais moi je vous parle de celle dans les années 2000, Yu-Gi-Oh! Duel Monster, qui a d'ailleurs une fin qui a fait chialer plus d'un fan, vous verrez. Pour vous faire un bref récap, c'est l'histoire de Yugi, un jeune garçon avec une coiffure plutôt atypique, qui ne rêvait que d'une seule chose, se faire des amis. Le grand-père de Yugi a ramené durant une expédition un puzzle en forme de pyramide qui appartenait à un pharaon. On apprend alors plus tard que c'est en fait l'un des objets du Millennium, qui sont des véritables trésor. Malgré le talent au jeu de son grand-père, il n'a jamais réussi à l'assembler et décidera du coup de l'offrir à Yugi, qui 8 ans plus tard, toujours en sa possession, arrivera enfin à le compléter, et c'est là que sa vie elle va réellement changer. Car dans le puzzle du Millennium se trouvait en fait l'esprit d'Atem, un pharaon égyptien enfermé dans le puzzle depuis 5000 ans. Il va donc fusionner avec le corps et la personnalité de Yugi, ce qui permettra au personnage tout au long de la série de s'appuyer sur cette identité afin de lui venir en aide lors des combats. Tout au long de l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur ce fameux double parce qu'au début, Yugi il en a peur. Il possède une puissance phénoménale qu'il ne peut pas vraiment contrôler. Il va donc apprendre à le connaître petit à petit et finalement développer une amitié avec lui. Alors bien évidemment dans l'histoire il y aura des confrontations avec des ennemis emblématiques, Kaiba ou encore Pegasus qui possède d'ailleurs l'œil du Millennium et qui va partir en quête de regrouper tous les objets sacrés afin de ramener sa compagne à la vie. Bref, vous l'aurez compris, ces objets font partie intégrante de l'histoire. Du côté d'Atem, il n'accepte toujours pas d'être un simple fantôme, surtout qu'il ne se rappelle même pas de son passé. Et pour trouver le repos, il devra trouver des indices sur ce qui lui est véritablement arrivé. Et évidemment, les objets du Millennium seront liés à sa quête. Un peu plus tard, quand on avance dans l'histoire, après avoir battu Marek en finale d'un tournoi, et le grand vainqueur du tournoi de Batailleville est Yugi Muto. Yugi est sacré champion et obtient les 3 cartes de dieu égyptien. C'est des cartes divines qui sont dites être les plus puissantes du jeu Duel Monster, qu'elles ont été basées sur le modèle d'une vieille stèle mythique de l'Égypte antique. Yugi se rendra devant cette stèle avec les 3 cartes, ce qui aura pour effet de transporter le pharaon Atem dans le passé et ainsi retrouver sa mémoire. Yugi et ses amis arriveront également à aller dans ce monde, et c'est là où la partie finale va réellement débuter. On va apprendre que la création de ces objets du Millennium proviennent directement du père d'Atem et a nécessité de nombreux sacrifices, donc des pertes humaines, des villages ravagés, etc. Et parmi ce massacre, on a un survivant, Bakura, qui lui partira en quête de vengeance contre le pharaon, qui considère à présent responsable de cette catastrophe. Et c'est à ce moment-là on peut se remettre en question, est-ce que depuis le début, on est vraiment dans le camp des gentils? Yugi va inévitablement l'affronter, cette fois-ci sans la possession de son double. Et il le battra, un combat qui permettra de prouver qu'il a grandi et que maintenant il peut se débrouiller seul, car tout le long de l'animé il demandait de l'aide à son double. Maintenant dans le dernier épisode, les 7 objets du Millennium sont réunis grâce à Atem qui ainsi sauvera l'humanité du jeu des ombres. Mais maintenant que tout est réglé, il reste encore une chose à faire, sceller les objets et libérer Atem, et pour cela il faudra affronter Yugi. Si Atem gagne, il sera condamné à rester dans ce monde, mais s'il perd, il pourra enfin avoir son esprit libéré. S'ensuit l'un des combats les plus mémorables et déchirant de la licence, Yugi finira par l'emporter, ce qui libérera le pharaon sur une scène d'adieu emblématique. Je t'ai appris le courage et en échange, tu m'as offert ton amitié. C'est ce qui nous a tous les deux rendus plus forts. Désormais, nous serons à jamais liés l'un à l'autre. Oui. Yugi est devenu adulte, il a su devenir un combattant de haut niveau grâce à son double, maintenant il est temps qu'Atem repose en paix. Autant vous dire que cette fin a fait chialer beaucoup d'enfants. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a eu plusieurs séries qui ont suivi Duel Monster. Dans la série GX, on reverra Yugi 9 ans plus tard, il décidera d'offrir l'une de ses cartes au nouveau héros de la série, ils s'affronteront d'ailleurs un peu plus tard, et dans Yu-Gi-Oh 5D, on le reverra plus du tout, il sera simplement cité comme une légende de Duel Monster, laissant ainsi sa place à un nouveau héros. Contrairement à Pokémon, du moins c'était le cas pendant 1200 épisodes, certaines licences décident de renouveler leurs personnages vedettes pour ainsi toucher un nouveau public et entamer une nouvelle histoire, et c'est le cas pour Yu-Gi-Oh! Ensuite on va enchaîner avec un autre
animé qui a quand même bercé une bonne partie de notre enfance. Vous avez possiblement eu quelques jouets de la licence étant petit. C'est Bakugan. Alors de mon côté, j'étais plus Team Beyblade ou Pokémon, mais vous allez voir que la fin reste tout autant intéressante. Vous connaissez sûrement ce Bakugan rouge, c'est Drago, l'égérie de la série. Et ben, il va être envoyé sur Terre dans les mains de Dan, notre héros, un jeune garçon plutôt talentueux. Je croyais que Bakugan n'était qu'un jeu, mais on dirait que c'est bien plus. Je dois découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Pour que vous compreniez bien, le grand méchant de la série animée, c'est Naga, un Bakugan squelettique qui va tenter de s'emparer des 2 noyaux d'énergie de Vestroya, la planète des Bakugan, pour ainsi la détruire et régner sur le monde. Sauf qu'il va pas réellement y arriver et un des 2 noyaux va se retrouver sur Terre. Pour revenir rapidement à notre héros, au long de son aventure, il va se former une petite équipe d'amis, des amis qui lui apporteront beaucoup d'aide tout au long de l'histoire. Un beau jour, Dan va faire face à un mystérieux personnage qui vole en fait les Bakugan de ses amis. Il s'appelle Masquerade et il s'amuse à détruire les Bakugan des autres en les envoyant dans une dimension néant, une sorte de gros cimetière. Sauf que cette dimension, elle est gérée par Naga, le grand méchant. Bref, on a un combat entre les 2 personnages, un combat mouvementé, mais qui découle d'une victoire pour Masquerade. Drago, le Bakugan de Dan, va donc être envoyé dans la dimension néant, mais notre héros va pas se laisser faire et va également sauter dedans. Et en voyant ça, tous ses potes vont le suivre. Ouais, une décision pas très intelligente. En tout cas, une fois dedans, ils vont faire la rencontre de grands guerriers de la planète Vestroya qui leur proposeront plusieurs combats. S'ils gagnent, ils auront la possibilité de revenir dans le monde des humains et de renvoyer tous les Bakugan de la dimension néant sur Terre. Et c'est ce qui va se passer, et en soi le problème il est réglé. Sauf que faut pas oublier que la vraie intrigue elle est basée sur Naga. Quelques temps plus tard, Dan, notre héros, va passer des épreuves afin de faire évoluer Drago sous forme ultime et d'être encore plus puissant pour affronter Masquerade. Ils s'affronteront une nouvelle fois, et Dan va enfin remporter le combat et va même proposer de faire équipe afin d'affronter Naga. Masquerade va étonnamment accepter et va en passant faire tomber son masque, ce qui dévoilera son vrai visage. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'était en réalité Alice, une amie de Dan qui était inconsciemment possédée par son alter ego qui servait autrefois Naga. C'était quand même une sacrée révélation, surtout qu'on avait quand même des doutes sur le personnage, parce que tout au long de la série, on nous fait comprendre un petit peu que Alice est en lien avec Masquerade. Donc là, du coup, on a la réponse. Bref, à cause du noyau d'énergie, la planète Terre commence à fusionner avec Vestroya, ce qui crée pas mal de problèmes, et au bout d'un moment, on a même Naga qui débarque sur Terre avec des gardiens pour justement récupérer ce noyau manquant qui pourrait lui donner un immense pouvoir. S'ensuit toute une invasion de Bakugan sur Terre, on sent que c'est quand même la bataille finale. Les humains sont en panique et Dan et ses amis vont les affronter pour se débarrasser de cette menace. Découvre aussi que Naga a été invoqué sur Terre. Bien évidemment, la suite logique c'est l'affrontement entre Drago et Naga et c'est ce qui va se passer. Sauf que la différence de puissance est telle que Drago va faire une ultime évolution, ce qui lui permettra de prendre le dessus pour enfin gagner le combat et absorber le noyau manquant que Naga possédait. Combiné avec l'autre, Drago, le Bakugan de Dan, n'aura d'autre choix que de retourner sur la planète Vestroya pour éviter la destruction de celle-ci en devenant lui-même le cœur de la planète. Que je vais devenir le nouveau noyau de Vestroya et ainsi rétablir son équilibre. Et les autres Bakugan rentreront aussi pour ne jamais revenir dans le monde des humains. C'est donc un adieu. On a donc cette même scène d'adieu classique entre le héros et son compagnon. Vestroya est sauvé et la planète Terre n'est plus sous la menace des Bakugan. Tout est bien, qui finit bien. Dites-vous, là, l'histoire que je viens de vous raconter, je l'ai extrêmement simplifiée et je sais même pas comment les enfants de l'époque ont fait pour y comprendre quelque chose. En tout cas, c'est une œuvre qui a marqué toute une génération, mais peut-être pas autant que le prochain. Je trouve que cet animé ou ce dessin animé a été trop vite oublié. C'est Redakai. Alors, certains ne le portent peut-être pas dans leur cœur, alors que ça reste un dessin animé avec une histoire mieux construite que la plupart des dessins animés de l'époque. Mais alors, Redakai, c'est quoi? À la base, c'est un monde avec une énergie bien spéciale, le Kairu, l'énergie vitale de l'univers. À l'époque, 8 maîtres Redakai dominaient le monde jusqu'au jour où un des maîtres décide de se tourner du côté du mal et de voler tout le Kairu de l'univers. Il s'appelle Lokar, il a gagné une énergie tellement puissante qu'il pouvait littéralement détruire des planètes. Heureusement, les 7 autres maîtres Redakai ont réussi à l'arrêter et ont pris la décision de cacher cette énergie, sauf que 40 ans plus tard, elle refait surface en s'éparpillant aux 4 coins du monde dans divers artefacts. Vous en doutez, l'objectif de cette histoire est donc de regrouper tous les artefacts. Et pour ça, les maîtres Redakai ont formé des élèves, notamment le groupe du maître Baodai, composé de Maya, la fille intelligente du groupe qui a le pouvoir de détecter le Kairu. On a aussi Boomer, la brute un peu bête, et enfin Kai, le leader. Sauf que Lokar, le grand méchant de la série, a lui aussi formé des élèves. Donc évidemment, il va y avoir des conflits entre les deux camps, provoquant des défis Kairu permettant d'utiliser des X-Drive.
Des cartes qui permettent de se transformer en monstre pour à la fin récupérer l'énergie des artefacts. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Maya elle a un pouvoir très important car elle permet de détecter où est l'énergie Kaïru, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. Et pour cette raison, Lokar la convoite. Mais vous verrez, ça aura toute son importance un peu plus tard. En avançant dans l'histoire, Kai obtient un nouveau monstre grâce à l'héritage de son père, le méthanoïde Or, un monstre surpuissant et hyper rare, et bien sûr au début, manquant d'expérience, il n'arrivera pas à le contrôler. C'est que quelques épisodes plus tard, quand Lokar capture Baodai, le maître Kaïru de l'équipe, que Kai n'aura d'autre choix que de l'utiliser. Il va donc découvrir toute la puissance qui le renferme, notamment sa vitesse qui permettra de libérer son maître, mais ne sera malheureusement pas suffisant pour prendre le dessus sur Lokar. Après ces événements, Kai prendra le choix de s'entraîner afin de gagner en force en participant à un tournoi à l'aide de Maya et Boomer. La récompense sera une relique renfermant de grandes attaques. Et évidemment, il le gagne, ce qui renforce encore plus l'équipe. Notamment Maya qui a maintenant la possibilité de voir l'avenir à l'aide de ses visions, une compétence qui change totalement la donne. Sauf qu'elle va découvrir dans une de ses visions qu'elle finira aux côtés de Lokar trahissant ses amis. Et c'est seulement un peu plus tard qu'on comprendra finalement que Lokar était en fait le grand-père de Maya. Car oui, si vous ne le saviez pas, elle a été abandonnée étant petite. C'est le maître Baodai qui l'a récupérée et l'a élevée. Et c'est là qu'on comprend maintenant l'intérêt qu'avait le méchant de la série pour Maya, car ils étaient tout simplement de la même famille. Et ça, on aurait pu le remarquer dès le début, car si on regarde bien, on peut voir que les deux personnages possèdent des marques similaires sur leur corps. Ces marques sont celles des maîtres maléfiques. Du côté de Lokar, on peut s'apercevoir qu'il est en train de mettre en place un plan pour gouverner l'univers. Et c'est là que le maître Baodai décide enfin de passer à l'action en attaquant la forteresse de Lokar pour mettre fin à ses agissements une bonne fois pour toutes. Nos héros fonceront tête baissée accompagnés du père de Kai. Une fois à l'intérieur, ils découvrent une énorme réserve de Kaïru détenue par Lokar. Et justement, il est là lui aussi. S'engage alors un face-à-face entre les personnages, mettant en difficulté Kai et son père. Mais suite à cela, l'énergie conservée à côté, étant très instable, menace d'exploser et c'est ce qui va se passer. Ils réussiront à s'enfuir, mais pas Lokar, et lui restera bloqué dans sa tour, mettant fin à son existence. Le Kaïru emmagasiné sera relâché dans l'univers, ce qui règle tous nos problèmes. Mais bien sûr, ça s'arrêtera pas là, Lokar refera son apparition. Une fin aussi basique n'était pas envisageable pour Lokar. Et quelques épisodes plus tard, on va le retrouver plus fort que jamais, avec de multiples séquelles de son dernier combat. Et étonnamment, avec un nouveau repère, et surprise, une grosse machine alimentée par son énergie, qui permet à Lokar de transformer l'entièreté du Kaïru pur en Kaïru maléfique. Et s'il arrive à ses fins, en transformant l'entièreté de l'énergie, on peut dire adieu à la planète. Mais c'est sans compter sur le maître Baodai qui va provoquer un affrontement final entre lui et Lokar, le bien contre le mal, un combat qui décidera du sort de l'univers. Les deux décident de prendre leur X-Drive le plus puissant pour livrer bataille, et suite à un combat infernal, maître Baodai prendra le dessus, mettant fin aux agissements de Lokar. On peut d'ailleurs le voir disparaître à la fin, mais est-ce qu'il est réellement mort? On n'en est pas sûr. Mais par contre, sa machine, elle continue de fonctionner, et c'est Kai, notre héros, qui réussira à les détruire en mettant un terme à la menace qui règne sur la Terre. Redakai bénéficiera de 52 épisodes au total pour une seule saison, mais aucune suite annoncée depuis. Mais est-ce que c'est réellement une mauvaise chose? À vous de me dire en commentaire. Des fois, il n'y a pas besoin de faire une suite. Si c'est pour faire 10 saisons où le concept de base de l'animé perd totalement sa saveur, je vois pas l'intérêt. Et malheureusement, c'est ce qu'on remarque souvent sur les animés de notre génération. D'ailleurs, si ce format vous intéresse et vous donne une petite dose de nostalgie, j'ai aussi fait une vidéo sur Beyblade, Pokémon et Inazuma Eleven. Vous avez été très nombreux à l'apprécier et j'espère que cet épisode aussi. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez surtout pas à me donner vos suggestions en commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.